Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Psychologie Motion Culture. Je suis Florence Coteau, praticienne en psychothérapie et en PNL. Comment allez-vous aujourd'hui? Pour que chaque semaine nous nous retrouvions, abonnez-vous à la chaîne et merci de liker et de me laisser votre commentaire. Vous savez que vous pouvez me joindre sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'univers d'une artiste. Nous allons chez Marie-Jeanne, elle est peintre et il lui arrive de vendre ses œuvres. Pour raconter son histoire, je vais avoir besoin de 2 épisodes parce que nous allons partir sur les générations antérieures. Comme toujours, chacune de mes interventions sera encadrée par cette sonnerie. Marie-Jeanne a 39 ans, elle vit en Belgique. Elle est sans emploi depuis environ 6-7 ans et cette situation est un choix. Elle lui convient. Avant, elle était secrétaire dans un cabinet d'avocats. Actuellement, elle vit des aides sociales. Elle est célibataire et sans enfant. Elle n'en veut pas. Je reprends son expression, elle s'est faite stériliser. Elle mesure 1m78 pour 72 kg. Elle est une ancienne obèse. Elle est montée jusqu'à 102 kg. Elle était obèse mais se sentait obèse bien avant de faire 102 kg. Marie-Jeanne est boulimique. Pour mémoire, la boulimie est une prise massive d'aliments suivie d'un comportement compensatoire pour ne pas prendre de poids ou même pour en perdre. Marie-Jeanne, elle, se faisait vomir. Elle a été agressée pendant son enfance. Cette agression et la façon dont elle a été traitée par son entourage proche fait que Marie-Jeanne a développé une grande fragilité mentale. Vous êtes prêts? Allez, je vous emmène dans l'univers de Marie-Jeanne. À l'époque, je devenais folle si ma sœur rentrait dans la salle de bain quand j'y étais. Je rentrais dans une énorme colère. C'était pas de la pudeur, mais simplement cette image de moi, de mon corps, je voulais pas la partager, elle m'appartenait. J'avais des bourrelets dans le dos, je voyais mon ombre qui était énorme. Mes cuisses se touchaient, j'avais l'impression qu'on ne voyait jamais ça chez les autres. Parfois, je me suis regardée avec haine. Je me sentais obèse, j'avais un ressenti ultra douloureux. Parfois, j'étais dans la simple observation scientifique de mon corps. Je regardais mon obésité, mon ventre qui tombait, mes culottes de cheval, la trace de la culotte incrustée dans ma peau, la peau de ce ventre qui ressortait. Ce corps m'appartenait, c'était le mien, il était rien qu'à moi. Mes parents sont séparés. Ma sœur a 3 ans de plus que moi et mon frère 3 de moins. Ma sœur n'a jamais eu de problème de poids, elle est plus sportive que moi et elle a une bonne discipline. Mon frère est régulièrement en surpoids, ça dépend des moments. Côté paternel, c'est pareil, il y a du surpoids. Mon père et ses 2 frères sont concernés, et leurs parents étaient en surpoids aussi. Il y a de leur côté une grosse tendance à la grossophobie misogyne. J'ai subi la grossophobie de la part de mon père et de ses parents. Les autres, je m'en souviens pas vraiment. Les humiliations étaient publiques, surtout le dimanche lors des repas de famille. Ma grand-mère n'était pas forcément grossophobe, mais c'est elle qui me faisait le plus de réflexions en public. Un jour, j'ai pété les plombs, j'ai dit à mon père que je n'irais plus le dimanche à cause de sa mère. Il est allé la voir en lui disant d'arrêter de me critiquer alors. Après, elle m'appelait dans la cuisine pour me faire ses reproches. C'était plus en public. En fait, des 2 côtés de ma famille, il y a de la grossophobie. Mes côtés maternels, ils sont plus élégants et moins méchants. Ma mère est un exemple de restriction alimentaire. Sa sœur, par contre, est en surpoids. Dans ma famille, il y a une grosse pression sur l'apparence, la minceur. Cette pression ne s'applique qu'aux femmes. Les hommes, ça va. Mais pour les femmes, c'est pas élégant. Les femmes devaient être très très minces. Chez moi, on me disait depuis longtemps qu'il fallait que j'arrête de manger. Mes grands-parents paternels me traitaient de sous-mot. Je me souviens que mon père, à table, quand j'avais 6-7 ans, m'a traité de tas de sein doux. Moi, je savais pas ce que c'était le sein doux, alors j'avais décomposé en 2 mots sein doux. À l'époque, ça m'avait traumatisée parce que ça me gênait beaucoup qu'il parle de mes seins. Vers 8-9 ans, je souffrais de me penser grosse. Moi, je ne le ressentais pas, mais j'étais convaincue d'être monstrueuse, d'être très très laide et grosse parce qu'on me le disait quotidiennement. Alors, j'ai demandé à ma mère de me mettre au régime et ma mère m'a mise au régime. J'avais pas de remarques ou de moqueries à l'école ou ailleurs. C'était seulement à la maison. En réalité, j'étais pas grosse du tout à ce moment-là. Je pensais souvent au suicide. À 14 ans, j'ai sauté dans la rivière pour que tout s'arrête. C'est aussi à cette période que j'ai changé ma façon de vivre. Un soir, je suis montée sur la balance. Je pesais 87 kilos.
C'était vraiment pas top. J'étais encore sur la balance quand j'entends ma mère appeler: «Marie-Jeanne, on va au Quick avec ton frère, tu viens?» Oh là là, bien sûr que je vais y aller. Dans la voiture, je me disais que j'allais prendre une salade. Tu parles, pas du tout, je me suis fait péter le bide de hamburger. Quand je suis revenue, j'étais mal, alors j'ai vomi. Le lendemain, je me suis pesée. J'étais à 85 kilos, alors que je m'étais fait péter le bide la veille. J'avais perdu 2 kilos rien qu'en me faisant vomir. C'est là que j'ai trouvé mon fonctionnement. C'est à cette période que mes parents se sont séparés. Mon père était dépressif suite à son divorce. Égocentré, il me critiquait beaucoup. Moi aussi, j'étais en dépression. J'étais tout le temps couchée sur le canapé, j'étais remplie de piercings, j'avais de longs cheveux noirs, j'avais un look lugubre. Tous les soirs, il se mettait dans l'encadrement de la porte et il me critiquait. En fait, il disait sa souffrance d'avoir une fille comme moi qui passait son temps sur le divan. Un jour, j'étais excédée, je l'ai frappé. Il a été surpris parce que d'habitude, je réagissais pas. Il a été choqué, moi non. Je suis partie de la maison, j'ai claqué la porte. Il m'a retrouvée dans la rue, moi à pied et lui en voiture. Quand il m'a tendu un paquet de cigarettes, je suis remontée dans la voiture. Je pense que le frapper, ça a été un choc salutaire pour nous deux. Son attitude n'était pas juste grossophobe. Quand j'étais petite et qu'il m'a traité de tas de seins doux, je sais pas comment il en est arrivé là. Il avait tout le temps envie de me dire des trucs méchants. Moi, je me trouvais moche. Comme je suis grande, j'avais l'air massive. Je trouvais les petites grosses charmantes avec leurs gros seins et leurs jolies fesses. Mais moi, j'avais l'impression d'être une machine de guerre. À 16 ans, j'ai vu un diététicien. Je l'ai vu qu'une fois, un con. Je devais quasi pas manger. En suivant sa méthode, je tombais dans les pommes. Je préférais manger et vomir. À l'époque, je me faisais vomir 6 à 7 fois par jour. Alors au collège, certains profs m'ont vu perdre du poids très rapidement et sont venus m'en parler. Sur le coup, ça me touchait, mais je leur ai pas montré. Je leur faisais la gueule et je les envoyais promener. J'étais une élève qui ne mettait pas le bordel. J'ai eu des profs qui avaient eu ma sœur 3 ans avant. Quand j'arrivais dans leur classe, j'étais accueillie par des «Oh, la sœur de Laurence!» La déception ne tardait pas à arriver. J'étais très différente. J'étais pas méchante, les profs l'ont vu. J'avais une énorme souffrance interne sur la période collège-lycée, mais c'était pas lié à l'école. Il n'y a qu'en religion et en art dramatique que ça marchait bien, parce que mon père disait qu'il s'en foutait de la religion. Donc j'avais décidé d'être la lèche-botte du prof. Et en art dramatique, c'était malgré moi. À 19 ans, j'ai décompensé. J'étais plus qu'hypersensible. Je contrôlais même plus mes expressions faciales. Je pouvais pleurer devant une fleur. C'est moi qui ai voulu me faire interner parce que moi j'étais une ado castagneuse et là je pleurais devant une fleur. C'était pas possible. Les gens voyaient ma vulnérabilité. C'était horrible. Je devais donc me protéger. J'ai fait des délires mystiques. J'ai été hospitalisée 2 mois et demi en psychiatrie. On m'a parlé de troubles bipolaires à tendance psychopathe et de personnalité borderline, mais j'ai le côté psychopathe, j'y croyais pas. De retour chez moi, j'ai essayé de me pendre. Ça a été incroyablement douloureux. J'ai vraiment été obèse vers mes 20-22 ans. J'en ai pris conscience en me pesant. J'ai grossi suite à une rupture amoureuse. Je suis montée à 102 kilos. Je me suis dit que peut-être j'allais bientôt faire 150 kilos, alors que lui allait refaire sa vie. J'avais de gros problèmes psychologiques. Je n'ai pas été orientée vers un psychiatre spécialisé. J'ai vu des médecins traitants. C'est marrant de dire traitant parce que il y en a qui te traitent vraiment. Un jour, j'en ai vu un, je venais de perdre 22 kilos. Lui, il m'a engueulé pour mon surpoids. J'en ai pleuré. Aucun des médecins généralistes ne m'a orienté vers un spécialiste. À 25-26 ans, j'ai de nouveau été hospitalisée en psychiatrie. Dans mes troubles, j'ai eu des hallucinations auditives et visuelles. J'ai été diagnostiquée maniaco-dépressive. C'est mieux que d'être dépressive tout court, au moins j'ai une pathologie qui a du bon. Du coup, parfois, je suis dépressive. Je ne me bats plus contre la dépression, mais je me bats dedans. Je me fais confiance. Le côté irrationnel ne me fait plus peur. Je passe parfois par des crises existentielles, mais je sais que j'ai traversé bien pire que ce que je peux vivre en ce moment. J'ai l'impression que les côtés les plus sombres sont derrière moi. Enfin, j'espère. J'ai pratiquement plus peur. Quand je suis en déprime, je sais que je suis pas en phase maniaque. Il y a 15 ans, lorsque j'ai été hospitalisée, je savais que j'avais perdu tout mon sens critique. Je pouvais écouter Laurie à la radio et pleurer parce que je trouvais ça magnifique. C'était plus fort que moi. Je trouvais que tout était magnifique.
Je n'avais plus le choix d'aimer ou pas puisque j'étais touchée partout. C'était fort intense à vivre. Je planais à 12 000, mais j'étais consciente que je ne décidais rien, que j'étais malade. Je prends plus de médicaments depuis 10 ans. J'accepte d'être émotive. Je ne veux plus en prendre. Parfois, j'ai peur d'évoluer sans médicaments, de tomber dans la folie. J'ai des moments de fragilité. Si je sentais que je partais en dérive, j'en parlerais à ma sœur parce que je suis pas sûre de pouvoir prendre soin de moi dans ce cas précis. Elle est psychologue. Le fait d'avoir des expériences mystiques ou bizarres ne me fait plus péter les plombs comme avant. Je monte plus dans les tours. Je suis observatrice, j'attends que ça passe. J'ai évolué. Avant, quand je descendais au fond, j'étais terrorisée. Maintenant, quand je sens que je descends, je vois que c'est un fond de l'eau pète, alors je laisse faire. Je sais que je vais remonter. Ça prend du temps, mais j'accepte. Quand j'étais hospitalisée, j'ai demandé au psychiatre qui m'avait diagnostiqué une psychose si j'avais une chance de m'en sortir ou si je me laissais direct aller chez les fous, gaver de médoc. Il m'a dit que j'avais des chances de m'en sortir parce que j'étais intelligente et que je ne me mentais pas. J'ai une forme de lucidité même dans cet état-là. Mon corps actuel est changeant. C'est en fonction de mon cycle menstruel. Par exemple, la taille de mes seins passe du simple au double. Visuellement, ça me plaît, mais personne ne peut toucher. Personne ne veut non plus. Mon corps change en permanence. Ma garde-robe va du 38 au 42. Je suis très attentive à ces fluctuations. Parfois, je fais du sport, je suis tonique, et puis j'arrête. J'arrête tout et je deviens toute molle. Je me sens moins bien quand je mets du 42. Actuellement, je marche, je danse, j'aime faire de l'expression corporelle. Selon mes motivations qui fluctuent, je fais ce que j'aime et quand j'aime. Je veux plus jamais penser sport dans l'optique de maigrir, travailler telle ou telle partie de mon corps pour le tonifier. Je fais du cardio en dansant parce que j'aime danser. C'est du plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie de maigrir parce que je viens de prendre 8 kilos. Mais j'essaye d'être bienveillante avec moi-même et intelligente. Je ne veux pas perdre 8 kilos parce que j'étais trop maigre avec 8 kilos en moins. Avant, j'aurais jamais pu penser comme ça. Plus j'étais maigre, mieux c'était. Maintenant, je veux juste être en forme. Lorsque je travaillais, mes collègues disaient de moi que j'étais faux-folle, inadaptée plus, je pense. En fait, je m'en fichais de passer pour une incapable. J'étais toujours bien intégrée parce que je faisais d'ombre à personne et je donnais cette image d'incapable pour qu'on vienne pas trop me chercher. J'étais pas là pour être l'employé du mois. Dans mes rapports aux autres, j'ai rarement de relations superficielles. Aujourd'hui, j'ai de très bonnes relations avec ma sœur. Nous sommes différentes en tout point. Elle est née brune, longue, athlétique, qui aimait ranger sa chambre, calme. Moi, j'étais blonde, presque blanche. J'étais ronde, bordélique et dans la lune. On nous a bien aidés à nous détester. J'avais un amour-haine malsain vis-à-vis d'elle. Toutes les semaines, j'avais droit à «Pourquoi t'es pas comme Laurence?» Je pense que ma sœur était bien inspirée de me détester pour se protéger. Elle me trouvait conne. Elle était nourrie du discours des adultes, de la famille. J'étais la cible, moi, de ma famille. Maintenant, avec elle, ça va vraiment bien, notre relation est fluide. Un jour, ma sœur m'a dit: «Tu te rends pas compte de ce que c'était d'être ta sœur?» On me critiquait pas, c'est sûr. Moi, je rangeais, j'avais toujours la moyenne à l'école, j'étais calme et je me tracassais de bien faire et d'épargner nos parents. Toi, t'étais la marrante, t'étais celle qui osait faire des conneries incroyables. C'est vrai que mes coupes de cheveux improbables, elle n'aurait jamais osé. Moi, j'avais pas de pression, aucun statut à maintenir. Depuis le début, j'étais qu'une merde. Je pouvais faire exactement ce que je voulais. J'étais un problème pour mes parents quand j'étais obèse. J'étais une gêne. Ma mère souffrait de ma souffrance, elle était accablée de voir sa fille en souffrance qui voulait mourir plus que tout. Mon père, lui, était gêné par ma corpulence, mon look, mon attitude. Dans la rue, il pouvait marcher plus loin que moi pour qu'on ne voie pas que j'étais sa fille. C'est pour ça qu'il n'a pas essayé de m'arrêter dans mes phases boulimie-vomissement. Il était content, lui. Il pouvait enfin me présenter à ses amis parce que j'étais jolie. Point. À la séparation de mes parents, mon frère est allé vivre chez ma mère. C'est ce qui m'a décidé à rester chez mon père parce qu'à l'époque, je détestais mon frère. Ma sœur, cette année-là, a vécu moitié-moitié chez mes parents, probablement pour les contenter tous les deux. Après, elle est partie à l'université. Aujourd'hui, Laurence a un fils qui a 7 ans et lui, il est filiforme. Moi, je me suis fait retirer les trompes. Je voulais cette stérilisation.
Une partie de moi avait peur que, dans une envolée romantique, j'accepte de faire un enfant. Maintenant, c'est plus discutable. Aujourd'hui, avec mon frère, j'ai une relation prudente, mais fraternelle. Il est assez pessimiste. Il est passionné d'astronomie et moi d'astrologie, alors tout ça nous rapproche. Financièrement, je suis au plus bas, la pauvreté me challenge. Mais je vis pas dans le stress. Je me suis fait un bel appartement, je l'aime mon appartement. Je me suis fait un chouette petit logis et j'ai tout fait moi-même. Quand j'avais 14 ans, la boulimie au quotidien me semblait être un très bon plan. Je mangeais ce que j'avais envie, dans les quantités que je voulais, je pouvais vraiment me goinfrer. Je vomissais et finalement je maigrissais, c'était vraiment top. Ma perte de poids a été très très rapide. Ça s'organisait comme ça. Je me remplis, je contrôle plus rien, puis je me fais vomir pour reprendre le contrôle. Ma base, c'était de contrôler mon apparence. Être mince, c'était valorisant, on me disait enfin que j'étais belle. Quand j'ai lâché l'objectif de maigreur, je vomissais avec moins de force, mais je continuais quand même à vomir parce que je savais plus faire autrement. Ma mère est cadre infirmière. Je lui parle régulièrement des problèmes de poids que j'ai pu avoir, de la période où je me faisais vomir. C'est pour souligner mes progrès. Je lui parle de ma façon de gérer mes prises et pertes de poids actuelles. Je lui parle moins de mes souffrances, par contre. Je parle à mon père de ma boulimie d'avant. Je partais de 6 à 7 vomissements par jour pour ensuite arriver à 2, puis 2 par mois. Dans ma tête, ça fonctionne pas comme une crise de boulimie quand c'est 2 fois par mois. Je parle beaucoup à mon père. Je lui explique ma vie de boulimique. Ça me demandait tellement d'énergie tout ça. Chaque jour, je résistais à l'envie de me remplir, puis quand je cédais, je me remplissais, et après que j'ai tout mangé, il fallait couper tous les déchets et les emballages en tout petits morceaux pour que ça prenne le moins de place possible. Et ensuite, je lavais ces déchets pour que ça pue pas. Et puis j'allais vomir. Tout ça, c'était quotidien. Ça prenait 60% de ma vie. Je crois que je lui en parle parce que j'ai besoin de faire valoir mes mérites. Le mérite, c'est pas forcément sur ce qu'on construit, mais sur ce qu'on répare et sur ce qu'on déconstruit aussi. L'alimentation est un sujet que j'aborde très fréquemment. J'ai jamais caché à mes proches que je me faisais vomir. Au début, je l'ai un peu caché à mon père parce que je vivais avec lui, mais je l'ai dit à ma mère, à mes copines. En même temps, je me faisais vomir à l'école, dans les chiottes, et ça s'entendait. Ma famille a fermé les yeux. Ils étaient contents de ma perte de poids. J'étais mince et finalement j'atteignais leurs objectifs. J'ai jamais eu de suivi médical vis-à-vis de mes vomissements ou de mon obésité. J'ai fait de la boulimie vomitive à partir de 14 ans et j'ai arrêté il y a seulement 2 ans. Ça a été progressif. C'est une très longue phase. Il y a des discours atroces sur la boulimie du style plus on est boulimique longtemps, moins on s'en sort. Je me suis renseignée, j'ai écouté les gens. Le processus est énorme quand le trouble de boulimie est installé depuis 6 mois. Moi, ça faisait 20 ans. J'ai de gros problèmes dentaires. Je suis souvent chez le dentiste parce que mes dents ont souffert des vomissements à répétition. Les médecins traitants que j'ai pu croiser savaient aussi. Au début, j'avais honte et puis après, c'est écrit sur mon dossier médical et puis c'est tout. Je sais que on peut décéder de cette maladie. J'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu de problème grave, si ce n'est une fois où j'ai vomi du sang. Lorsque j'en ai parlé à ma mère, elle m'a juste dit de me taire. C'est tout. Quand j'étais en couple, ça allait mieux. Malgré tout, la vie de couple, c'est pas pour moi. Dans les périodes où je ne me faisais pas vomir, je grossissais. Et puis avec les médicaments, lors de mon hospitalisation en psychiatrie, j'ai beaucoup grossi. Un des médocs faisait que je ne pouvais pas ressentir la satiété. Je suis passée de la boulimie à l'hyperphagie. C'est là que j'ai atteint les 102 kilos. Je me sens pas extrêmement bien dans mon corps en ce moment. J'essaie d'être dans le body neutre. Mon corps ne correspond pas à ce que j'aime bien et comment je m'aime bien dedans. Je me condamne pas pour autant. À côté de ça, je plais. C'est toujours bon à prendre. Je reste bienveillante avec mon corps. J'ai grossi, j'essaye de m'en foutre. Puis je suis pas si dépitée que ça finalement. On voit jusqu'ici à quel point il est fondamental pour Marie-Jeanne d'observer son corps. On dirait qu'elle a un point de vue extérieur sur son apparence. Enfant, il lui a été clairement reproché de ne pas convenir à sa famille à cause de son poids, et ce très jeune. Marie-Jeanne ne rentre pas dans les standards de beauté familiaux. Elle dérange, elle grossit, elle ne plaît pas. Il semble, d'après sa famille, qu'elle doive leur plaire.
Alors à l'adolescence et adulte, son apparence est très très importante dans sa vie. Elle s'observe, se pèse, se jauge et s'aperçoit qu'en étant mince, elle est jolie, en tout cas pour sa famille. Elle y est valorisée. Tout le monde sait qu'elle se fait vomir, sa mère est infirmière mais n'intervient pas pour bloquer le processus qui peut être fatal à sa fille. Son père est lui aussi au courant, mais est fier d'exhiber sa fille parce qu'elle est mince et qu'elle plaît. Dès l'enfance, Marie-Jeanne a envie de mourir. À 14 ans, elle fait sa première tentative de suicide. Personne ne va se demander pourquoi elle grossit autant, ce que cache son obésité. Par contre, tous acceptent et valident sa boulimie et ses effets destructeurs pour voir une Marie-Jeanne conforme à leurs désirs. Et ce n'est pas pour rien que le mot désir est posé ici. Pour Marie-Jeanne, la minceur est indispensable pour plaire à sa famille. Et plaire est indispensable. Il faut plaire, elle doit plaire, coûte que coûte. J'essaie pas particulièrement de plaire en ce moment. Je n'ai personne en ligne de mire. Et puis quand j'ai quelqu'un, je suis bourrée, alors je m'en fous. Je suis fatiguée. Je fais mes séances de sport, mes séances d'expression corporelle, pendant lesquelles je termine souvent toute nue à me masser. J'ai aucun souci à masser un corps qui est plus gras. Quand je me vois dans le miroir, je vois bien que, oui, c'est comme ça. Mais c'est pas une obsession, j'ai pas de souffrance particulière. Ça m'arrive de manger trop. C'est quand je suis triste, fatiguée, j'ai besoin de réconfort. Il m'arrive d'avoir des crises de boulimie qui, finalement, seraient plutôt de l'hyperphagie d'ailleurs. La dernière fois, c'était il y a un mois. J'ai accepté l'idée de faire ça 1 ou 2 fois par mois. C'est souvent lié à mes menstruations. À ce moment-là, j'en ai besoin. Je mange trop, mais je me fais plus vomir. Je prends du plaisir à manger. J'ai toujours été gourmande, j'ai envie de me gaver. Je sais que ça va me rendre malade, et le lendemain, je dors pour digérer. C'est un genre de coma. Ça marche un peu comme l'alcoolisme, ça s'organise plus ou moins de la même façon. Je lâche la rampe. La chirurgie bariatrique m'a tenté à un moment, mais avec mes troubles alimentaires, c'était pas envisageable. Pour moi, le contrôle, c'est un stress. C'est une utopie aussi. Pour rester dans le contrôle au quotidien, je fais des listes que je passe au Tipex pour pas qu'il y ait de rature alors que j'écris sur des vieux bouts de papier tout pourris. Je fais tout le temps des listes. J'ai une liste de ce qu'il faudrait faire pendant le mois, puis j'ai une page où sont notés les trucs que je dois faire dans la semaine, et sur une autre liste, je récapitule ce que je dois faire le jour même. En parallèle, j'écris des phrases pour me rappeler que je dois faire la vaisselle ou me motiver. Je fais aussi des listes à long terme. Ce sont des projets plus conséquents. Je fais des listes de courses. J'ai un calendrier sur lequel je note tous mes rendez-vous et mes menstrues. Et je note aussi mon idéal que j'atteins rarement, mais quand j'y parviens, je suis super contente. Moi, je note tout. J'ai une telle flemme. Sur ma liste, il y a ranger mon linge, faire la vaisselle, m'apprêter et plein d'autres choses qui me prennent énormément de temps. Je cuisine le matin, j'aime pas trop ça. Je mange surtout des crudités et des choses en cuisson vapeur. Je fais des trucs qui me plaisent. J'ai vendu mon micro-ondes parce que je me suis rendu compte que ça servait surtout à me faire réchauffer de la malbouffe. Je consomme rarement du fast-food. Je m'achète des frites à la friterie 1 fois tous les mois et demi et c'est un moment plaisir. La nourriture pour moi, c'est du carburant physique, psychologique, spirituel, émotionnel et probablement pour plein d'autres choses. J'ai acquis une certaine estime de moi et c'est assez récent, je pense. Je me sentais pas valable. Depuis peu, si je suis pas d'accord avec ma sœur, j'entends son discours et son avis, mais j'estime avoir raison quand ça concerne ma vie. Avant, si elle avait un avis différent du mien, alors je changeais d'avis pour suivre le sien, parce qu'elle avait toujours raison et moi tort. Ma sœur est intelligente et son point de vue est correct, mais maintenant je suis capable de dire quand c'est pas pour moi. J'ai mesuré ma confiance en moi vis-à-vis d'elle plus que vis-à-vis de n'importe qui d'autre. Quand mon frère vient vers moi pour m'expliquer qu'il se sent nul, il se sent plus compris par moi que par ma sœur qui est psychologue. Pendant longtemps, je n'ai pas eu de balance. J'en ai repris une en me disant que ça n'aurait pas la même emprise, mais cette balance ne me dit qu'une chose, maigri. Même si j'ai maigri, et quel que soit mon poids. Du coup, j'ai commencé à manger selon mes besoins du moment,
qu'ils soient physiques ou psychologiques, et comme j'étais dans une phase relativement équilibrée, ça allait. J'ai validé cette façon de faire. Je me suis dit que j'allais voir ce que ça fait de me peser une fois par mois et pas plus. Parce que j'avais quand même peur de retourner vers l'obésité. Du coup, je voulais quand même avoir un œil sur mon poids. Il se trouve que j'ai perdu 1 kilo par mois pendant plusieurs mois, sans me restreindre. Il se trouve aussi qu'à chaque kilo perdu, j'avais une sensation de victoire. Pendant un temps, ça se passait bien, et puis j'ai vécu un truc vraiment chiant avec un mec, et pendant et après notre relation, j'ai maigri, de mal-être ou de contrition, je sais pas. Et esthétiquement, ça correspondait plus à ce qui me convient. J'étais trop mince. Malgré ça, j'avais toujours cette sensation de victoire de me voir si fine. Malgré que je me plaise pas, hein. Je préfère avoir une couche de graisse sur un corps musclé. Quand j'ai commencé à reprendre du poids, je me réappropriais un corps plus féminin qui me plaisait plus, mais j'avais un sentiment d'échec. Mon poids le plus bas était à 57 kilos. À ce moment-là, le père de mon père était mort. Ma grand-mère paternelle disait que j'avais l'air vieille. Mon grand-père maternel avait la maladie d'Alzheimer. Quand j'allais le voir, il ne me reconnaissait pas du tout. Quand je lui disais «Mais c'est Marie-Jeanne», il répondait «Mais non, Marie-Jeanne est énorme». Je ne suis plus obèse, mais pour ma famille, je reste la grosse mangeuse. Parfois, c'est vrai, ils savent qu'ils vont me faire plaisir s'il y a beaucoup à manger. Je vais être un peu la poubelle de table. Pour moi, la solitude, c'est la condition humaine. La relation la plus fusionnelle qu'on puisse avoir sur cette terre, ce serait le partage de ce qu'on aime. Si Dieu et les anges n'existent pas, alors on est vraiment seul. On est seul au monde. On est seul avec soi-même. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est positif, mais c'est très intéressant. L'idée qu'il faut être beau pour être aimé, c'est un message qui est ancré en moi. On m'a dit qu'on ne m'aimerait jamais parce que j'étais pas belle. Quand je me suis embellie aux yeux des personnes qui pensaient comme ça, bah ça fonctionnait, j'étais mieux considérée. Je valide pas ça, mais c'est un mécanisme qui est installé chez moi. Pour être mince, je dois faire des efforts. J'ai plus envie de faire ces efforts. Je considère que c'est moins esthétique. Je trouve que mon corps est plus beau quand il est plus mince et bien dessiné. Et puis je rentre dans mes fringues, c'est plus agréable. Mais être mince me demande des efforts de dingue. Il y a quelques années, j'ai arrêté de fumer. Je fume depuis mes 11 ans, hein. Je savais que j'allais grossir. J'ai prévenu mon père. Je vais grossir et je serai irritée. Je vais pas t'épargner si tu me fais une remarque. Je n'en veux aucune. J'estime que c'est une réussite pour moi de pouvoir grossir sans que ce soit un drame personnel. Mon aspect physique n'est plus vraiment abordé en famille. Ils osent plus. Mon corps est plein de défauts, je les vois. J'essaye de modifier mon esprit au lieu de modifier mon corps. Il y a un travail à faire pour s'accepter, mais pas s'accepter avec les épaules baissées. J'adapte mes vêtements pour me mettre en valeur, les mini-shorts non. Par contre, les décolletés, oui. Je me dis, à quel moment on est obligé d'être belle? Allez vous faire voir, vous êtes même pas beau, vous. Marie-Jeanne consacre beaucoup d'énergie et de temps à être belle, même si elle essaye de se dégager de cette injonction familiale. On entend bien que sa beauté est malgré tout toujours au centre de ses préoccupations. Et même si elle essaye de s'en défaire, même si elle essaye de ne plus se peser, il semble qu'elle ne soit pas en capacité, en tout cas en ce moment, de ne pas mettre cette recherche de la beauté, qui passe par, je dirais, un corps maîtrisé, la minceur et la tonicité, au centre de sa vie. J'ai été abusée la première fois à 4 ans. À ma première hospitalisation en psychiatrie, j'en avais 19. Le processus est très long et flippant. Depuis, petit à petit, je me reconstruis. Il y a quelques années, je suis tombée sur un dentiste qui m'a soigné 8 dents alors que j'avais une seule carie. Il m'a abusée d'une certaine façon. Je suis retournée chez mon ancienne dentiste qui m'avait soignée pendant que j'avais des troubles mentaux sévères. Je lie mes troubles alimentaires et mes soucis avec le dentiste à l'abus sexuel que j'ai subi. Je suis très attentive à l'abus, je l'exècre. Pour ça, je suis paranoïaque. Je me prends la tête, je m'observe pour être vraiment sûre de n'abuser personne. Quand j'avais 4 ans, le père de mon père, qui était un colonel à la retraite, a abusé de moi. Mais il n'a pas eu le temps de finir parce que ma grand-mère est revenue plus tôt que prévu. Donc, elle nous a presque interrompus. À ce moment-là, j'ai couru vers elle et je lui ai dit ce qui venait de se passer.
J'ouvre une petite parenthèse ici parce que dans mon travail de réécriture, je m'applique à retranscrire mot pour mot certaines descriptions des situations vécues par les témoins qui se succèdent. Et là, il est intéressant de voir ce que dit Marie-Jeanne. Elle dit exactement en parlant de sa grand-mère. Elle nous a presque interrompus. Le nous est très important dans cette phrase. Le nous impliquerait une volonté de la petite fille de 4 ans d'avoir une relation sexuelle avec le colonel. Et bien évidemment, non. Mais Marie-Jeanne se sentirait-elle quelque part un peu responsable de l'agression qu'elle a subie? Quand j'ai raconté ça à ma grand-mère, le colonel a nié farouchement. Mais elle m'a cru. Elle m'a cru immédiatement. Peut-être qu'il y avait des antécédents, je ne sais pas. Ils se sont disputés ardemment. Puis elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Motus et bouche cousue ». Et elle m'a fait promettre de ne rien dire à personne. Quand mes parents sont venus me chercher, j'avais besoin de leur dire, mais j'avais promis le silence. Malgré ma promesse, je voulais parler à ma mère. Je voulais lui dire. Alors ma grand-mère s'est mise à ma hauteur et s'est transformée en un masque de méchanceté pour me dire non. Qu'il ne s'était rien passé du tout, que j'avais rêvé. Je comprenais plus rien du tout. Je lui disais, mais j'ai pas dormi, alors j'ai pas pu rêver. Si, tu as rêvé. Dis que c'est faux, qu'il ne s'est rien passé. Allez, dis-le. Allez, répète-le. Quelque chose s'est éteint dans ma tête au moment où j'ai obéi en répétant que j'avais rêvé. Je suis tombée en dépression à ce moment-là. À cet instant, mon comportement a totalement changé au point que ma logique en était ébranlée. Pour moi, j'avais toujours faux. Il n'y avait plus de cohérence en rien. Je n'écoutais plus rien, ce qui finalement a été une sacrée défense vu toutes les saloperies qu'on m'a dites après cet abus. À l'heure actuelle, je dois toujours valider ce qu'on me dit avant que ça vienne à l'intérieur. Cette manière de traiter l'information a sérieusement compliqué mes études parce que j'avais besoin d'étudier la réalité des cours pour les valider. En attendant, tout était suspendu. Mes grands-parents ont été extrêmement méchants suite au viol et ma grand-mère a été plus méchante que mon grand-père. Burk, je ne l'appelle jamais comme ça. J'ai été abusée par le colonel une bonne grosse fois quand j'avais 4 ans, mais jusqu'à mes 11 ans, il m'embrassait sur la bouche en cachette. C'était moins violent, mais dans ma tête, il n'avait pas lâché le morceau. Après cet abus, on continuait à aller chez eux tous les dimanches, et tous les dimanches, il m'embrassait sur la bouche. J'ai pas eu le réflexe de tourner la tête avant mes 11-12 ans. Il a essayé une fois avec ma sœur, mais elle ne s'est pas laissée faire. Après l'abus, nous n'avons plus jamais été seuls avec le colonel. Ma grand-mère a écarté mon frère en disant qu'il faisait pipi au lit, donc qu'il ne pouvait pas venir dormir chez elle. Mon frère s'est senti rejeté. Nous, ma sœur et moi, on devait dormir avec elle dans son lit. Il y avait 2 chambres, une pour lui et l'autre pour elle, plus un bureau dans lequel il y avait un lit. On aurait pu dormir dans le bureau, mais non, il fallait dormir avec elle. Nous ne sommes plus jamais restés seuls avec lui. Paradoxalement, elle m'a protégée et me détestait. Elle m'a lynchée toute sa vie. J'étais bête, moche, grosse, bruyante, mauvaise élève. J'étais une déception sur pattes. Elle déplorait ce que j'étais chaque dimanche. Le colonel, lui, me traitait de sous-mot. Mes souvenirs liés à cet abus sont remontés à ma mémoire vers 11-12 ans, dans la cour de l'école. J'ai eu un flash de ce qu'il m'avait fait. Je suis restée pantelante. Je me souviens m'être dit « Je peux pas gérer ça, je veux rien savoir de ça ». Et hop, ça a disparu. Mais c'était quand même dans ma tête. Malgré que sa grand-mère l'ait cru, Marie-Jeanne a dû se taire. Elle a dû intégrer de force que ce qu'elle avait vécu n'était pas réel, que c'était un rêve. La psyché de cette petite fille de 4 ans s'est brisée en 1000 morceaux à cet instant précis. Le traumatisme lié à l'abus sexuel dont elle a été l'objet aurait déjà été difficile à surmonter, mais en l'obligeant à intégrer que cet abus n'a pas eu lieu, fait que Marie-Jeanne n'a plus accès à son histoire. Alors, elle va se construire et évoluer, mais elle va se construire et évoluer sur une faille énorme qui va impacter le reste de sa vie, le reste de ses ressentis. Ses émotions seront faussées. Elle le dit très bien lorsqu'elle lit cet abus qu'elle a subi à 4 ans à sa première hospitalisation à 19 ans. Le processus de reconstruction est long. Nous allons retrouver Marie-Jeanne la semaine prochaine pour la suite de son parcours. Comment cette femme a trouvé la ressource pour survivre à son enfance brisée par son grand-père et sa grand-mère? Comment ont réagi ses parents lorsqu'ils ont appris cette agression? Abonnez-vous à votre chaîne pour être au rendez-vous
Je vous remercie de liker cet audio et de me laisser un commentaire. Retrouvez-moi sur Instagram, j'ai hâte de vous lire. En attendant de nous retrouver, prenez soin de vous. À bientôt!